Crucial, coup d'État en Russie. Poutine cède 3 régions à l'Ukraine. Les sièges sont déjà vacants. Moscou est la suivante. La balistique ukrainienne se fraye un chemin. Orban s'en va enfin. Cette fuite d'une vérité choquante à la veille des élections a mis sa carrière politique à terre. C'est un fiasco. Madiar et Maliouk entrent en Crimée. La péninsule est isolée sur commande. L'épine dorsale logistique de la Crimée est brisée. Un coup dans le mille. Pendant ce temps, Fedorov change les règles du combat. Les drones ukrainiens sont en confiance et font stresser le Kremlin. Une révolution en plein ciel, la victoire des nôtres, applaudie par le monde entier. L'explosion finale a retenti. Kadyrov a lâché Poutine et a refusé d'envoyer ses troupes en Iran. Grozny ne se plie plus devant Moscou. Tout cela dans notre édition Point d'enfer. Sensation, l'Ukraine prend désormais le contrôle de 3 régions russes. C'est du jamais vu. Poutine purge d'urgence les bureaux du pouvoir. Le dictateur efface les traces de son échec, mais c'est en vain. Les forces ukrainiennes se sont définitivement installées à Belgorod et Bryansk. Le dictateur n'a toujours pas pardonné l'opération éclair à Koursk. C'est terrible ce qui se passe. La propagande dit enfin la vérité. Il n'y aura pas de défilé. Moscou dégage la place rouge pour les frappes de notre méga balistique. C'était la goutte de trop. Les premiers détails chocs arrivent. Des purges massives ont commencé en Russie. Bien sûr, c'est une catastrophe. Et il ne s'agit plus de combattre l'opposition. Ce sont les siens qui sont visés. Ceux qui, hier encore, étaient les piliers du système Poutine. Nous irons au paradis, eux, ils crèvent. Les gouverneurs des régions frontalières ont été touchés là où la guerre est devenue une réalité bien concrète. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, Moscou envisage de remplacer plusieurs figures clés. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, celui de Bryansk, Alexandre Bogomaz, et le dirigeant du Daghestan, Sergueï Melikov. Le Kremlin fait peut-être des responsables locaux des boucs émissaires pour ses propres échecs à répondre de manière adéquate à l'invasion ukrainienne de la région de Koursk en 2024 et aux raids transfrontaliers en 2023 et 2024. L'Institut pour l'étude de la guerre. Auparavant, le gouverneur de la région de Koursk avait été démis de ses fonctions de la même manière. Maintenant, le Kremlin va plus loin. Il s'agit désormais d'une refonte totale du pouvoir dans les régions frontalières de l'Ukraine. Mais le problème ne vient pas des gouverneurs. Le problème est que la guerre, pensée comme rapide et victorieuse, est revenue en Russie avec des frappes, de la peur et un sentiment de vulnérabilité. Ça remonte de bas en haut. D'abord, ils s'en prennent à un ministre régional ou bien à un chef de département selon les circonstances. À partir de là, ils remontent patiemment jusqu'au vice-gouverneur. Ils arrivent alors à soutirer au vice-gouverneur des informations importantes pour faire tomber les gouverneurs. Et à partir des gouverneurs, ils tirent des preuves solides pour faire arrêter certains ministres. Tout cela s'accumule pour l'instant. Enfin, ça ne fait plus que s'accumuler. C'est en cours. Et quand l'ordre sera donné, eh bien, la purge prendra une tournure bien plus visible. C'est déjà massif en ce moment, d'une ampleur absolument considérable. C'est juste que beaucoup d'infos ne nous parviennent pas, car ça n'intéresse personne. Les élections approchent et le Kremlin sait que la menace ne vient pas que du front. Le vrai problème se trouve à l'intérieur du pays. Le mécontentement dans les régions frontalières ne fait que croître. Les gens vivent sous les bombes, sans réseau et avec des restrictions constantes. C'est la merde. J'ai plus de courant, putain. Il y a des éclats qui tombent du plafond, je craque. Je dois aller installer les générateurs dans 1 heure, merde. C'est l'enfer. Je voulais dormir. Dans ce contexte, même la sphère de la propagande commence à vaciller. Blogueurs militaires et commentateurs pro-Kremlin critiquent de plus en plus le pouvoir. C'est parce que Poutine a peur de s'entourer de rivaux de taille, de gens capables de le défier. C'est pour ça qu'il va perdre le pouvoir et ça arrivera sûrement cette année. Et plus la répression s'intensifie, plus le régime de Poutine perd le contrôle. Si l'Ukraine a un objectif clair et sa propre vérité, par exemple, on nous attaque, on veut reprendre nos terres qui nous appartiennent, alors on peut dire qu'ils ont leur propre logique. Mais chez nous, le but de l'opération spéciale n'est toujours pas clair. Que voulons-nous? Que faisons-nous? Pourquoi tout ça? Et quel est l'objectif final? Où s'arrête cette guerre? C'est-à-dire quand avons-nous gagné? Rien n'a été dit.
De plus, il faut préciser que pour la toute première fois depuis 30 ans déjà, le défilé du 9 mai est véritablement menacé. L'annulation du défilé est peut-être principalement due à la menace de nouveaux missiles que l'ennemi posséderait désormais en nombre important et qui pourraient, en gros, frapper les participants. D'ailleurs, j'ai reçu les mêmes informations concernant la ville de Saint-Pétersbourg. À Moscou, la partie aérienne a déjà été annulée. Les répétitions au sol prennent fin progressivement. Et des troupes rentrent en caserne en attendant les ordres. Et si les drones mettent des heures pour atteindre Moscou, les missiles, qu'ils soient de croisière ou balistiques, vont bien plus vite. Pour le balistique, on parle d'un délai de 10 minutes environ. Imaginez un peu, au moment du garde à vous lors du défilé, qu'une alerte au missile soit soudainement déclarée. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est clair, l'image va passer, vous voyez? Mais que va-t-il se passer sur la place et aux alentours? Je pense que Poutine va se plier en 4 pour qu'il y ait un défilé d'une manière ou d'une autre. Pour Poutine, d'après ce que je comprends, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Donc il y aura un défilé quelconque. Quant à la façon dont la propagande russe va le montrer et le présenter, c'est une toute autre question. Et ce qui hier encore pouvait être caché derrière la phrase « tout se passe comme prévu » devient aujourd'hui un verdict pour le système de Poutine. Les derniers efforts d'Orban avant les élections. Une fuite choquante juste à la veille du scrutin. Le dossier compromettant a explosé dans toute la Hongrie. Même Vance et Trump ne pourront plus le sauver. L'ami de Poutine a vendu Budapest et semble-t-il, il va le payer de sa tête. Moscou s'inquiète et son allié devient de plus en plus instable. Des accords secrets s'ébruitent dans le monde. Le dictateur a-t-il creusé sa propre tombe et va-t-il y entraîner Orban avec lui? Vous allez être choqués. Les passions se déchaînent. Les élections en Hongrie approchent et Orban fait tout son possible pour rester au pouvoir. Quand on parle d'élections, on peut citer le camarade Staline qui disait en son temps « C'est bien que peu importe qui vote, l'important c'est qui compte les voix ». Je pense que dans ces élections, il est crucial de voir si Orban fera tout pour rester au pouvoir. Et tout indique qu'Orban n'a pas l'intention de quitter son siège de Premier ministre. Pour cela, il s'est assuré le soutien de la Russie et, plus étonnant encore, des États-Unis. Le vice-président américain J.D. Vance s'est rendu à Budapest la veille et a immédiatement soutenu Orban ainsi que sa rhétorique anti-ukrainienne. On voit quel groupe de soutien Orban possède. C'est assez sérieux, y compris les États-Unis qui, par la voix de J.D. Vance, accusent l'Ukraine d'influencer ces élections, de tenter de changer les choses. Mais sa participation à un rassemblement en soutien à l'un des candidats est, selon moi, une tentative très claire et évidente d'influencer le vote. Trump lui-même interfère dans le processus électoral. Lors de ce même rassemblement, Vance a appelé le président américain qui a publiquement déclaré son affection pour le Premier ministre hongrois. J'aime la Hongrie et j'aime Viktor. Je vous le dis, c'est un homme fantastique. Nous avons d'excellentes relations. Il fait son travail. Bien que Trump veuille voir Orban rester Premier ministre, c'est Poutine qui perdrait le plus en cas de changement de pouvoir. Et au Kremlin, on fait tout son possible pour que cela n'arrive pas. Un groupe de conseillers politiques russes travaille pour Orban depuis longtemps. Le renseignement militaire russe apporte également son aide. C'est-à-dire que pour lui, c'est le moment de vérité. Pour ses sponsors russes, c'est aussi le moment de vérité. Ils ont besoin que leur, cheval de Troie reste ici pour continuer à détruire l'Europe et à suivre les ordres du Kremlin. Et cette aide de la Russie pour les élections n'est pas une nouveauté. Il s'avère que Viktor Orban rampe devant les Russes depuis les années 90. Le média The Insider a obtenu une interview d'un ancien membre d'un groupe criminel, Laszlo Kovacs. Et il dit franchement, Orban recevait de l'argent du parrain de la mafia russe, Semyon Seva Mogilevich, transmis par le chef de la police hongroise, Sándor Pinter. Les fonds étaient alloués pour le soi-disant règlement de problèmes et pour financer la campagne électorale. Je n'ai jamais rencontré Viktor Orban, personnellement. Seulement, à un moment donné, j'apportais régulièrement de l'argent à Pinter. À un moment donné, vers 1997, ces liasses de billets sont devenues plus importantes. Elles étaient même plus lourdes. Il est arrivé qu'un sac de sport en cuir soit complètement rempli d'argent. Et ce que j'ai entendu au bureau, c'est tout ce que je peux vous dire. Que Lodzi apporte ça à Vitka.
Et nous connaissons bien sûr, le jargon de Seva. Qu'il fasse ce que je lui dis, sinon je vais le défoncer, qu'il gagne les élections. C'est le genre de choses que j'entendais. Et j'en ai conclu que j'apportais cet argent pour qu'Orban gagne les élections en 1998, ce qu'il a d'ailleurs réussi à faire. Près de 3 décennies plus tard, les positions pro-russes d'Orban n'ont pas changé. Le Premier ministre hongrois appelle ouvertement à la levée des sanctions contre Moscou et bloque les initiatives pro-ukrainiennes au sein de l'Union européenne. Et récemment, la transcription d'une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine a fuité sur le net. Dans l'extrait publié, Orban compare le dictateur du Kremlin à un lion et propose de devenir sa petite souris. Quand on a demandé au Premier ministre hongrois de commenter cet échange, Orban a déclaré ne rien voir de mal à être prêt à devenir la souris de Poutine. Nous entretenons des relations avec le président des États-Unis, de nombreux dirigeants européens, le président russe, les chefs de certains pays d'Asie centrale, où nous nous appelons amis, et même avec certains dirigeants de pays musulmans. Je n'y verrai rien de particulier. On saura dès dimanche si le rongeur parviendra à conserver son siège. Mais les experts préviennent déjà, l'opposition doit se tenir prête aux ruses d'Orban. Et même si la souris perd et s'en va, il ne faudra pas baisser la garde. L'opposition doit déjà être prête, par exemple, à protéger ses voix et à défendre ses résultats. Ne pas faire comme en Géorgie, où l'opposition a attendu que tout tourne mal pour essayer de faire descendre les gens dans la rue. Rien n'a fonctionné. C'est en fait une question majeure ou un défi pour la société civile hongroise. Sauront-ils protéger leur choix ou non? L'essentiel n'est pas seulement de gagner les élections ou de protéger son choix, mais aussi de résister aux attaques qui suivront le scrutin. Par exemple, l'un des scénarios est qu'Orban veuille, via ses protégés, torpiller les actions du nouveau gouvernement pour provoquer de nouvelles élections. Opération spéciale musclée des nôtres en Crimée. La péninsule cesse d'être une zone sûre pour l'ennemi. Poutine écrit des lettres d'adieu au dernier ferry. La logistique est coupée. L'armée de la Fédération de Russie passe en mode survie. Le front n'a tout simplement plus de quoi se ravitailler. Nos frappes sont si implacables que le Kremlin a simplement décidé de lever les mains. Un moment épique. L'effet domino du Magyar, le bouclier céleste de la Crimée est percé. Le gouffre des échecs s'élargit à vue d'œil. La suite serait-elle une incursion terrestre de nos troupes? Vous ne pouvez pas rater ça. Les occupants sont dans le collimateur, les forces de défense ukrainiennes détruisent le potentiel militaire russe en Crimée. L'île devient invivable pour les soldats de Poutine. Tandis que la propagande du Kremlin prétend abattre les cibles, la réalité est autre. Dépôts pétroliers en feu, pénurie de carburant et matériel ennemi détruit. Les forces armées ukrainiennes ont achevé le dernier ferry ferroviaire russe, le Slavianin, à Kertch. Pour nous, il n'y a absolument rien d'inattendu ici, mais les statistiques le confirment, effectivement. Selon la direction principale du renseignement, le Slavianin était un maillon clé du ravitaillement des occupants en Crimée. Par ce ferry, l'ennemi transférait carburant, lubrifiants, armes, matériel militaire et munitions pour approvisionner les troupes russes. La destruction du Slavianin a de fait bloqué la logistique de l'armée d'occupation, portant un coup très dur aux capacités de l'armée de la Fédération de Russie pour le redéploiement du personnel et du matériel vers la zone de combat. Et notez que la frappe intervient au moment où l'armée russe déploie ses efforts maximaux dans la région de Zaporijia. Rappelons qu'en mars dernier, les forces spéciales ukrainiennes avaient déjà mis hors service un autre ferry ferroviaire des occupants, l'Avangard. Les forces armées ont également attaqué des infrastructures pétrolières, notamment des dépôts pétroliers ont été touchés à Théodosie et à Gvardiiske. Ils servaient à l'accumulation et au stockage des carburants et lubrifiants nécessaires au ravitaillement des occupants. Je ne pense pas pouvoir ajouter quoi que ce soit de nouveau ici. Que dire de plus ? Puisque tout est déjà clair, la péninsule est passée d'une forteresse imprenable selon les propagandistes à une zone de frappe constante. À l'heure actuelle, nous pouvons dire que la situation logistique des troupes d'occupation est totalement contrôlée par les unités de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine qui mènent des opérations actives sur le territoire de la Crimée temporairement occupée.
La Crimée est devenue une cible facile pour les drones ukrainiens. De plus, début avril, l'armée ukrainienne a frappé un entrepôt en Crimée contenant de rares drones russes Orion. Un avion en 72P et un radar guidant l'aviation des occupants ont également été touchés. Rien qu'en mars 2026, plus de 50 frappes réussies sur des cibles militaires ont été enregistrées sur la péninsule. La Crimée est très dépendante sur le plan logistique. Il y a par conséquent le pont de Crimée, la traversée en ferry et bien sûr la liaison terrestre avec l'Ukraine continentale. C'est tout. Par conséquent, si l'on prend le contrôle par le feu des traversées en ferry, ce qui est déjà fait, et qu'ensuite, on neutralise la logistique via le pont de Crimée, la présence continue des Russes en Crimée perd tout son sens. C'est-à-dire que les capacités de ravitaillement du groupement de troupes et par extension de l'administration d'occupation seront pratiquement réduites à néant. L'un des facteurs principaux est la faiblesse de la défense antiaérienne. Le système de défense antiaérienne de la Crimée temporairement occupée traverse sa pire période depuis le début de la guerre totale. Le système de défense antiaérienne en Crimée était considéré comme l'un des plus échelonnés sur les territoires occupés de l'Ukraine. Il s'agit de 3 échelons de systèmes de défense antiaérienne. Suite aux frappes réussies sur les systèmes de missiles antiaériens S-300, S-400, Pantsir S-1 et les stations radars, les capacités de l'armée russe en matière de défense active des sites stratégiques, logistiques et militaires ont été pratiquement anéanties. Les forces de défense ukrainiennes mènent une campagne systématique de démilitarisation de la Crimée, détruisant méthodiquement la logistique, la défense anti-aérienne et la flotte de l'ennemi. C'est une véritable révolution de Fedorov. Le pari le plus risqué a tourné à l'avantage de l'Ukraine. La ferraille russe tombe par paquets. Nos drones ont lancé un processus phénoménal. Le niveau critique des pertes met Poutine hors de lui. Ce n'est que le début. Le front bouillonne littéralement de drones ukrainiens, une percée technologique pour les nôtres et un camouflet public pour Moscou. Et il semble que le plus intéressant reste à venir. Regardons. Nouveau record pour la défense aérienne ukrainienne. Cette fois, ce ne sont pas les troupes de missiles ou l'aviation qui se sont illustrés, mais les opérateurs de drones. En mars, ils ont détruit 2 fois plus de drones ennemis que le mois précédent, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov. Ces résultats phénoménaux ont été obtenus grâce à la technologie la plus cruciale des forces de défense aérienne modernes, les drones intercepteurs, dont l'efficacité ne cesse de croître chaque mois. Rien qu'en mars, les intercepteurs ont abattu plus de 33 000 drones ennemis de divers types, notamment des Shahed, des Gerbera, des Molnia, des Zala, des Orlan et d'autres. C'est 2 fois plus que le mois dernier. Les analystes affirment qu'en avril, le record sera probablement battu à nouveau, car les conditions météorologiques jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de nos drones. Et si, malgré la pluie ou la neige de mars, les opérateurs ont réussi à abattre plus de 30 000 drones, les mois chauds permettront d'augmenter encore le nombre d'interceptions réussies. Nous voyons maintenant, et tout le monde le confirme déjà, qu'un tournant très important s'opère ici aussi, à savoir que la Russie avait un avantage quantitatif en drones. Aujourd'hui, l'Ukraine compense progressivement cela par la qualité, la précision du système d'utilisation et les frappes sur les infrastructures militaires. De plus, cette tendance concerne aussi bien les drones intercepteurs que les drones d'attaque. Les frappes incessantes de drones à longue portée figurent quotidiennement dans les rapports russes. Et bien que, traditionnellement, ils prétendent tout abattre, les vidéos de l'autre côté de la frontière prouvent le contraire. Eh bien, si nous parlons des systèmes de défense aérienne, comme nous pouvons le voir, des couloirs sont ouverts depuis longtemps à travers la Crimée et les frappes directes sur la Crimée, sur le territoire temporairement occupé, ont lieu chaque jour, sans exception chaque jour. Ainsi, vous voyez, la région de Leningrad n'est pas encore la détentrice du record par rapport à la Crimée, mais elle s'en rapproche. Des frappes sont effectuées presque chaque jour. Parallèlement, au début de l'année, les forces armées ukrainiennes ont considérablement augmenté le nombre de leurs drones sur la ligne de front.
Les intercepteurs, qui se sont d'abord illustrés dans la protection des régions de l'arrière, sont aujourd'hui de plus en plus présents au front, neutralisant chaque jour les moyens d'attaque et de reconnaissance russes et réduisant ainsi le potentiel de l'ensemble du groupement ennemi. Dans toutes les directions, la Russie démontre effectivement qu'elle est prête à aller de l'avant. Encore une fois, parlons du prix de cette question. Pour la Russie, tous les indicateurs commencent déjà à s'affoler. Cependant, il reste encore beaucoup de travail, explique Fedorov. Les drones à réaction russe constituent un défi relativement nouveau pour les drones intercepteurs ukrainiens. Heureusement, Moscou ne peut pas augmenter instantanément leur utilisation et nous avons le temps de trouver un antidote. Récemment, Brave One a soutenu 12 technologies dans le cadre du programme de subvention conjoint de l'Union européenne, EU4UA Defense Tech. Les entreprises reçoivent jusqu'à 150 000 € pour développer des intercepteurs rapides à plus de 450 km/h et des systèmes modernes de défense aérienne. Les analystes estiment que l'amélioration de nos capacités de drones pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que la simple destruction des drones ennemis. La tendance qui s'est dessinée avec l'arrivée de Mikhailo Fedorov à son nouveau poste a montré que les drones sont le pari principal de l'Ukraine et ils pourraient s'avérer payants. Si l'Ukraine démontre sa capacité à accroître la production de drones, à développer ses propres missiles, à frapper l'économie russe et à adapter les technologies plus vite que l'ennemi, alors une nouvelle réalité émerge. Dans cette réalité, le temps ne joue plus en faveur de Moscou. Et c'est là que surgit le risque principal pour le Kremlin. Et c'est un nouvel argument dans les négociations que Moscou ignore si obstinément. La raison est simple, il n'y a rien à dire et la pression ne fonctionne plus. Eh bien, l'Ukraine a déjà compris comment fonctionne le principe de la paix par la force. Les résultats ne sauraient donc tarder. Enfin, la vérité éclate. Les troupes tchétchènes ne mettront pas un pied en Iran. Kadyrov ne s'en cache pas. Grozny se moque des plans du Kremlin. Don se protège et n'a pas l'intention de frapper là où il est, au fond, presque chez lui. Quelle nouvelle! La Fédération de Russie a promis de soutenir son allié et doit maintenant se justifier. Kadyrov a déjà bien assez de ses propres problèmes. La nature porte un coup puissant au repère des partisans d'Akhma. C'est pour tous les crimes commis contre l'Ukraine. Regardons. Le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, s'est soudainement distancé d'une éventuelle participation des unités tchétchènes au conflit autour de l'Iran. Dans sa déclaration, il a explicitement nié les rapports selon lesquels les forces tchétchènes pourraient être envoyées dans la région. Selon lui, une telle possibilité pourrait théoriquement être envisagée, mais à une seule condition, si Téhéran combattait exclusivement les États-Unis et Israël. Cependant, comme l'a souligné Kadyrov, ils attaquent aussi nos frères, faisant référence aux frappes des pays du Golfe. Des informations circulent sur le net selon lesquelles des unités tchétchènes seraient prêtes à se rendre en Iran pour repousser une attaque terrestre américaine. Cela aurait pu arriver si l'Iran ne menait des opérations militaires que contre les États-Unis et Israël. Mais ils attaquent nos frères. Pourtant, la rhétorique du chef de la Tchétchénie semble contradictoire. D'un côté, il a déclaré soutenir l'Iran, de l'autre, il a condamné les attaques contre les infrastructures civiles et les cibles pacifiques dans les pays arabes. Sans aucun doute, je soutiens personnellement l'Iran, avec un bémol, je ne soutiens pas les frappes de l'Iran sur des cibles civiles et les infrastructures des pays arabes du Golfe. Il m'est profondément désagréable de voir des civils de ces pays et d'autres pays tiers devenir les victimes innocentes du conflit. Kadyrov a insisté sur ses liens fraternels avec les chefs d'État de la région, surtout les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, jugeant inacceptables les frappes contre ces pays. Autre point crucial, Kadyrov entretient depuis longtemps des liens étroits avec les pays du Golfe, dont les Émirats. Les médias publient depuis longtemps des enquêtes sur les biens immobiliers de son entourage, y compris à Dubaï. Dans ce contexte, il ne voit plus les frappes sur la région comme de la simple géopolitique. Selon eux, la propriété du chef tchétchène se trouve sur la célèbre île artificielle en forme de palmier et fait partie d'un hôtel 5 étoiles. Le prix de la villa est inconnu, mais louer une maison similaire à côté coûte environ 3 000 $ par jour. Tout cela arrive alors que la Russie adopte une position pro-iranienne dans ce conflit. Mais le plus important n'est pas là. Pendant que Kadyrov songe à s'impliquer dans une autre guerre, il fait face à de graves problèmes chez lui. En Tchétchénie, des pluies torrentielles tombent depuis plusieurs jours. Les autorités l'admettent, la situation des inondations est critique. Zones inondées, routes coupées, maisons et infrastructures dévastées. C'est un vrai cauchemar. Comme dans un film d'horreur. Je suis encore dans la voiture.
À côté, au Daghestan, c'est l'une des pires catastrophes de ces dernières années. Fin mars, des pluies diluviennes ont frappé la région. Les rivières ont débordé, des centaines de maisons sont sous l'eau et des villages entiers sont sans courant. On évacue les gens par milliers. Ce n'est pas local, c'est une inondation massive, l'une des plus graves depuis des décennies. Le contraste est frappant. D'un côté, des maisons sous l'eau, des routes détruites et des évacuations. De l'autre, Kadyrov se demande s'il ira faire la guerre en Iran. C'est tout pour le moment. C'était Darina Goutsalo avec vous. Encore plus d'actualités brûlantes dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À bientôt!